À chaque chimio, je visualisais ces petits missiles qui attaquaient les tumeurs, qui les dézinguaient, qui les désagrégeaient. J'avais l'impression d'être active, tu vois, de pas seulement subir le traitement. Je me disais, t'es pas folle. Il y a d'autres gens qui vivent ça. C'est lié au traitement et ça va se soigner. On peut agir dessus. Et ça m'a rassurée énormément. Moi, mon médecin généraliste, il a dit temps partiel thérapeutique et c'est avec le médecin du travail qu'on fait évoluer les modalités, en fait. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Ah, ce fameux chemo brain, chemo fog, ou autrement dit brouillard cognitif. Vachement invalidant pour certains. Je vous dis d'entrée de jeu que ce podcast est hyper rassurant et apporte de vraies solutions à ce vrai problème qui ne concerne pas tout le monde, mais qui touche quand même la majorité des personnes après la chimio, à des degrés divers. Parfois c'est tout léger, parfois c'est vraiment handicapant, mais ça se soigne parce que le cerveau est magique. En le stimulant, il est capable de récupérer et de recréer de nouvelles connexions qui ont été abîmées par les molécules agressives de la chimio. Ne plus retrouver des mots archi simples, oublier pourquoi on est entré dans une pièce ou pourquoi on a ouvert le frigo, égarer des objets, utiliser un mot pour l'autre, ne plus arriver à lire un livre ou comprendre une histoire compliquée à la télé. Ça vous parle ? Il n'y a pas que ça dans tout ce phénomène de chemo brain. Il y a aussi la fatigue relationnelle, c'est-à-dire quand il y a du monde ou trop de stimuli. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte et à considérer. J'aimerais juste dire une petite chose que j'ai sur le cœur et qui, je pense, est importante à mentionner par rapport à l'entourage. Quand des personnes disent à une personne malade « Oui, mais moi aussi j'égare mes objets. Oui, mais moi aussi je suis fatiguée. C'est l'hiver, on est tous fatigués. Oui, mais moi aussi j'oublie les noms. » Un petit warning sign, la fatigue de l'hiver et la fatigue d'une personne qui sort d'une année de traitement ou la fatigue émotionnelle de la personne qui vient d'apprendre qu'elle a le cancer n'est pas du tout la même. Elle n'est pas du même ordre. Je dis cela parce que je trouve que c'est important de reconnaître la souffrance de la personne malade. Beaucoup de médecins minimisent déjà ce chemo brain ou disent que ça va passer. Aujourd'hui, on est là pour lever les tabous et parler solutions. C'est tout ce que j'aime, vous l'avez compris. Nathalie va passer les 15 premières minutes à nous expliquer son parcours du cancer. Cancer du sein découvert de manière assez inhabituelle, des décharges électriques dans le bras. On entend cela rarement. Cancer du sein en plein Covid. C'est la double peine, nous dit-elle. Elle a eu la batterie des traitements lourds et ce qui l'a énormément aidée pendant ces traitements, c'est la visualisation. Nathalie de Dragibus Rose nous avait parlé du dialogue avec les cellules de Guy Corneau et Nathalie va nous parler de sa méthode à elle et du pouvoir de la pensée. Un chouette partage. Merci à elle. C'est une battante, une positive. Et j'avoue que c'est ce qui m'avait marqué au tout début quand je l'ai repérée sur les réseaux sociaux. Et son humour aussi. Elle a cette capacité d'apporter de la légèreté dans la lourdeur du cancer, avec une finesse et une subtilité que j'adore. On rit avec Nathalie. Et ça fait tellement de bien. Elle m'a dit au tout début, qu'est-ce que j'ai de la chance que toutes mes épreuves, moi je dis malheur, ne soient pas arrivées en même temps. Ça, c'est Nathalie. Placardisée par un patron épouvantable, une procédure de 5 ans, à la suite de cela, un divorce, puis un cancer, puis son père a fait un AVC, puis il est décédé à la fin de ses traitements. Mais quelle chance que tout cela ne soit pas arrivé en même temps. Comme quoi, tout est toujours une question de perspective, de regard sur la situation. Et Nathalie est un bel exemple. Elle m'inspire. Alors, ce fameux chemo brain et ce retour au travail. Eh bien, elle va nous expliquer tout ce qui posait problème et lui a même fait penser qu'elle devenait folle ou qu'elle avait Alzheimer. Et c'est vraiment bien d'écouter tous les symptômes qu'elle mentionne et surtout, de réaliser, si ça vous arrive, que vous n'êtes pas folle,
que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions. Elle a participé aux ateliers d'Oncogite, une association formidable. Oui, nous avons une possibilité d'action sur notre cerveau et tous les exercices qu'elle devait faire lui ont permis de très vite progresser. Ça demande de l'entraînement et de la rigueur et elle a joué le jeu. Le but n'est pas le résultat ou réussir l'exercice, mais c'est toute la démarche et faire travailler le cerveau. C'est exactement comme la gymnastique. Et Nathalie nous a préparé un petit exercice que nous allons tous faire ensemble. Elle nous parle également de son retour au travail, de son mi-temps thérapeutique et de tout ce qui a été mis en place pour que ça se passe au mieux. C'est archi intéressant. Si c'est un sujet qui vous intéresse vous aussi, je vous invite également à écouter l'épisode 5 avec Magali Mertens qui parle du retour au travail et de tous les soft skills qu'on a acquis pendant la maladie. Un réel plus pour les sociétés. Ce que je retiens de ce podcast, c'est le positivisme de Nathalie, sa manière d'être actrice de sa maladie, aussi bien pendant les traitements qu'après les traitements, en gérant activement ces fameux troubles cognitifs. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a des solutions. J'ai lu sur le site de Rose Up que l'hormono provoquait également ces troubles, pour certaines, et donc maintenant vous savez qu'Oncogite est là pour vous aider. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. C'est moi qui te remercie. Je suis très fière d'être là et de pouvoir partager cette expérience. Écoute, je t'avais repéré il y a bien longtemps et je pensais que tu habitais en Belgique. Je t'avais demandé, je me souviens exactement, oui. J'étais en Bretagne et je t'avais demandé, mais parce je connais la famille de Lagrange ici et donc je me suis dit, elle habitait en Belgique, je vais la rencontrer et on va enregistrer le podcast. Mais c'était déjà il y a quelques mois. Ton sens de l'humour, ton positivisme m'ont toujours très, très fort marqué. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Alors, on va surtout parler, mais après que tu aies retracé ton parcours, des troubles cognitifs et de cette association qui s'appelle Oncogite. Et donc voilà, tu vas d'abord retracer ton parcours, comme ça on voit le type de cancer que tu as eu, que tu as découvert de manière un peu particulière, parce que souvent on entend, voilà, j'ai découvert mon cancer avec une boule. Toi, c'était différent. On va parler de visualisation, d'épreuves en cascade, et j'ai été très marquée parce que tu m'as dit « Oh, mais j'ai eu de la chance, elles ne sont pas arrivées tout en même temps. » Alors là, ce sont des épreuves énormes et donc c'est une manière tellement positive de voir les choses et qui illustre bien ta résilience. Et on parlera du temps partiel thérapeutique. Comme ça, en plus, les femmes peuvent vraiment comprendre et voilà, on discute avec leur employeur. De mémoire, on va faire un exercice de mémoire, de Oncogite. Voilà, donc je te laisse, on a plein de choses à se raconter. Je te laisse commencer où tu veux, terminer où tu veux et voilà. Eh bien, donc j'ai 56 ans aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Aujourd'hui, tu dis? Non, je dis aujourd'hui. J'aurais dit à mon expérience du cancer. Maintenant, oui, parce que je pensais pas que j'aurais 56 ans un jour, tu vois, quand ça m'est tombé dessus. Donc voilà, j'ai 56 ans, j'ai 2 enfants, une fille de 22 ans, un fils de 18 ans. Et puis effectivement, mon cancer, moi je m'en suis rendu compte, ou en tout cas je l'ai soupçonné, pendant le premier confinement, fin avril, début mai, j'ai commencé à ressentir des décharges électriques dans mon bras gauche. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange cette sensation. Et puis c'est revenu, ça n'a pas été qu'une fois, comme ça, plusieurs fois, peut-être sur un petit mois, tu vois, par épisode. Puis à un moment donné, je me dis, c'est quand même pas normal, et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais faire une autopalpation. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Je vais sous la douche, je fais mon autopalpation. Et là, je découvre une petite boule. Et là, tu dis, merde. Et là, j'étais convaincue que c'était un cancer, quoi. Je me suis dit, c'est pour moi, quoi. Ça y est. Mais toi, ça a commencé vraiment par des décharges électriques dans le bras, en fait. Ah oui. Donc ça, c'est vraiment intéressant tout à fait. Parce que souvent dans les petits graphes, là, on parle pas vraiment de ça, en fait. Mais Et en fait, j'aurais pas eu ces décharges électriques. Peut-être que j'aurais pas fait l'autopalpation, quoi, parce que je la faisais régulièrement. En plus, je devais aller chez la gynéco au mois d'août. Tu vois, bon, j'avais pas d'inquiétude. Et pourtant, j'avais eu un petit kyste l'année d'avant. Et là, c'était ma gynéco qui l'avait découvert. Mais celui-là était bénin. J'avais fait mammo, écho, et finalement, c'était rien du tout. Ok. Mais je sais pas pourquoi. Avant même de faire l'examen, je me suis dit, c'est un cancer. Voilà. Je suis partie comme ça.
Et donc, plein de confinement, plein de désorganisation des services médicaux, compliqué d'avoir un rendez-vous avec la gynéco. Finalement, super sympa, elle me l'envoie par mail, mon ordonnance, pour faire la mammo, l'écho. Et donc là, on était tous très, très confinés à ce moment-là, non? Oui, on était en 2020. Moi, j'ai fait ma mammographie en juillet 2020. Tu vois, on commençait le premier confinement était fini, mais c'était très, très compliqué d'avoir des rendez-vous. Enfin, bref. Ouais, épouvantable. Donc, je fais la mammo. Et puis là, ça se passe bien. Je rigole avec le médecin. On plaisante. Elle ne voit rien. Elle me dit, bon, on fait l'écho, mais c'est sûrement comme l'année dernière. Rien du tout. Ok, on part dans la salle de déco, et puis ça dure, et puis elle insiste avec son petit pistolet là, et puis on rigole plus là, elle parle plus, elle plaisante plus. Je dis le ton a changé. Je dis, c'est bizarre. Elle me dit, vous m'excusez, je vais revoir les clichés de l'année dernière. Je dis, ok, j'aime pas ça. Et puis elle revient, et puis elle refait des examens avec son petit appareil, sa petite douchette. Et puis elle me dit, écoutez, je peux pas dire que c'est un cancer, je peux pas dire que ça ne l'est pas. Faut faire une biopsie. Et le centre où j'allais, en fait, n'était pas équipé pour faire les biopsies. Donc, il a fallu que je reparte chez moi, que je reprenne rendez-vous, que je trouve un centre de radiologie. Infernal. L'attente est infernale. Ah ouais. Et là, j'ai la biopsie. Ça tombe en plein milieu du 15 août. 3 semaines pour avoir les résultats. J'ai cru qu'on m'avait oublié, qu'on avait perdu les trucs. Enfin bref. Malgré tout, pendant la biopsie, le radiologue qui m'a en charge, en fait, il me dit, on a vu qu'un kyste à votre mammo, là, il y a votre écho, mais moi, j'en vois 2. Est-ce que vous m'autorisez à biopsier les 2? Je dis, bah oui, hein. Je dis, en plus, il me dit, ils sont dans le même axe, donc je ferai qu'un trou et ça va bien se passer pour vous, vous inquiétez pas. J'ai dit, mais oui, faites les 2. Mais après les résultats, je suis allée le remercier, ce radiologue. Ah oui, parce que c'était 2 cancers. Ah, c'est dingue. Voilà, 2 cancers différents, avec un stade d'avancement différent. Donc j'avais une tumeur de 8 mm, c'était un carcinome infiltrant grade 2. Et l'autre, c'était une lésion un peu plus grande de 10 mm, un carcinome papillaire infiltrant grade 3. C'est fou ça. Et en fait, est-ce que ça aurait été le même, s'ils n'avaient pas découvert l'autre, ça aurait été le même traitement de toute façon? Mais c'est dingue. Ça, je peux pas dire si ça aurait été le même traitement, mais du coup, dès le départ, on savait, tu vois, qu'il fallait faire vite, quoi, qu'il y avait une certaine urgence. C'est dingue. Ouais. Alors bon, on va passer vite en revue, après c'est le parcours classique. Non, t'as fait un tout petit peu différemment parce que je vois ici 3-9 sur mes notes. Oui, donc oui, moi j'ai fait une chimio adjuvante, donc avant l'opération. Oui. Donc j'ai eu 3 EC, et 9 Taxol. Voilà. C'est un peu différent. Voilà. Et pas le 4-12, oui. Et donc pendant mes chimios, en fait, un petit peu avant de commencer, j'avais recontacté une psychologue qui m'avait suivie quelques années avant, pour lui parler un peu du cancer, de mes réactions, voilà. Elle m'a donné un super truc pendant la chimio pour aider la chimio à faire son effet, c'est de visualiser le travail de la chimio. Et donc on a fait un petit travail de sophrologie où j'imaginais que chaque molécule qui rentrait dans mon corps, en fait, c'était mon imagination. Elle m'a laissé libre cours à mon imagination, à l'inventer comme je voulais. C'était des missiles. Elle t'a guidée au début dans la visualisation ou pas Elle m'a emmenée à me dire, bon voilà, on vous pose la perfusion et puis le liquide se diffuse. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est toi qui devais imaginer. Et c'est moi qui ai imaginé. Et donc moi j'ai imaginé que c'était des missiles qui attaquaient les cellules non-stop, 24 heures sur 24, 16 heures sur 7, ça mitraillait. Excusez-moi parce qu'aujourd'hui d'actualité c'est terrible, mais c'était la guerre dans mon corps quoi en fait. Voilà, exactement. C'est une autre guerre, mais voilà. Et donc à chaque chimio, je visualisais ces petits missiles qui attaquaient les tumeurs, qui les dézinguaient, qui les désagrégeaient. Tous les jours, quand j'étais à la maison, je refaisais ce travail de visualisation. Est-ce que ça t'apaisait? Oui, ça m'apaisait et en même temps, j'avais l'impression d'être active, tu vois, de pas seulement subir le traitement, mais actrice de ta maladie, que tu rajoutais quelque chose en plus, quoi. Oui, je l'intégrais, je l'accaparais, c'était mon traitement et pas quelque chose qu'on m'introduisait dans le sang, quoi.
Ah ben merci pour ça parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. Oui, moi aussi on m'avait dit imagine que ce liquide qui te coule dans les veines te fait du bien et tout ça. Bon après j'ai pas trouvé ça si évident que ça, donc je trouve que c'est vraiment génial que tu en parles. Alors donc en fait, l'hypnothérapeute, donc c'est une hypnothérapeute en fait qui a fait ça avec toi. Oui. Et donc elle t'a demandé d'imaginer tout un scénario et puis tu te le faisais à toi-même à chaque fois. Quoi. Après tous les jours, pendant toute la chimio, j'ai fait ça. Et même aujourd'hui, tu vois, quand je prends l'hormonothérapie, je me dis le petit comprimé, c'est les casques bleus qui surveillent qu'il n'y ait pas de cellules qui commencent à dysfonctionner. Et elles sont pas là à dire oh là, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? S'il y en a une qui commence à dysfonctionner, mes casques bleus à moi, ils désignent tout de suite la cellule qui aurait eu l'envie de se transformer de manière négative. Tu vois, c'est voilà. Oui, et ça, je le visualise pas tous les jours maintenant, mais régulièrement, ouais. J'imagine que ça active un paquet d'hormones aussi. Je sais pas. Ce serait intéressant de savoir. J'ai vu un documentaire sur Netflix que m'avait conseillé ma naturopathe. Je crois que c'est The Healing. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, ça se passe aux États-Unis et ils suivent des gens comme ça qui ont une maladie grave. Et par le fait de la pensée, quoi, la mentalisation, ce qu'ils arrivent à faire, hein, alors qu'il y avait des cas, tu vois, désespérés. Ils arrivent à se sauver, tu vois, en faisant tous ces exercices de visualisation. Donc, j'étais super motivée pour le faire, quoi. Je dis, de toute façon, ça peut pas me faire de mal, ça me peut me faire que du bien. Donc, ouais. Mais maintenant, je me souviens de Fabienne qui parlait dans, je sais plus quels sont les numéros des épisodes, mais qui disait dans son premier épisode, donc Fabienne qui a eu une leucémie, qui faisait énormément de visualisation dans sa chambre stérile parce qu'elle était bloquée pendant des semaines. Elle visualisait qu'elle était en forêt, qu'elle sentait l'odeur du champignon, qu'elle voyait les feuilles et tout ça. Et apparemment, le cerveau ne fait pas la différence en fait. Oui, donc en fait finalement on active un paquet d'hormones. Est-ce que tu trouves que ça demande beaucoup d'entraînement ou on y arrive relativement facilement? Non, moi j'y arrive facilement. J'arrive à visualiser, tu vois, de la même façon. L'IRM cérébral, le premier IRM que j'ai passé après le diagnostic, je visualisais, c'était mon premier IRM quoi, et j'étais un peu claustro et donc je me visualisais dans un magnifique paysage, à la montagne, tout le temps de l'examen quoi, pour pas paniquer, parce que dès que je lâchais mon image, waouh, j'entendais le marteau-piqueur et j'avais peur. Toi, j'avais le casque. Quand tu passes une IRM, ma mère, en plus d'être dans le tunnel, t'as un casque. J'avais le masque. C'était encore toujours le Covid. Et donc là, ça faisait beaucoup, quoi. Plus la peur de te dire, je peux avoir en plus des tumeurs au cerveau, quoi. Au secours, quoi. Donc, cette visualisation t'a vachement à différentes étapes. Dans le podcast, c'était de Nathalie, elle a partagé cette visualisation dialogue avec les cellules de Guy Corbeau. Oui. Mais voilà. En tout cas, vraiment, merci mille fois de nous partager ça. Et alors, j'essaierai peut-être de trouver des choses à mettre sur la page, ta page sur mon site par rapport à ça. Ok. Alors, comment ça s'est passé, toute cette chimio? Alors, les 3 EC ont été difficiles, hein, comme pour tout le monde. Alors moi, par contre, j'ai eu la chance de pas avoir de nausées, mais j'avais pas d'appétit. Mais en fait, peut-être que certains vont bondir quand je vais dire ça, mais moi, je voyais mon poids qui descendait. Et en fait, je suis une ancienne boulimique. J'ai eu de mes 16 ans à mes 29 ans, gros problème de boulimie. Et je voyais mon poids descendre et j'étais super contente, en fait. Quelque part, c'était cool. J'étais en surpoids, mais moi, j'étais contente. Je dis, mais c'est génial, ce truc. Ça me demande aucun effort. Par contre, à quel prix? J'étais KO, je tenais pas debout. On était obligé de m'aider, me soutenir pour monter l'escalier, pour aller me coucher. J'avais entre 8 et 9 de tension, tu vois. Et là, là, j'étais quand même pas très en forme. Mais les EC étaient très difficiles pour toi, oui. Ouais. Physiquement, ça a été difficile. Toi, je pouvais pas marcher, je pouvais pas sortir. La première semaine, vraiment très difficile après la chimio. Les 2 autres semaines, ça allait un peu mieux. Puis ça allait bien, les 2-3 derniers jours avant la suivante, quoi. Et puis là, c'est le tout petit moment de répit. Est-ce que t'étais seule chez toi ou tes enfants habitaient encore avec toi? Alors, j'avais mon fils à la maison, qui était présent. Et ma fille, elle faisait ses études à ce moment-là au Touquet. Et elle rentrait tous les week-ends. Donc, l'oncologue lui avait fait gentiment une petite autorisation pour qu'elle vienne. Et ma fille, qui était étudiante dans la restauration, l'hôtellerie, tout le week-end, elle me préparait des petits plats
Elle les congelait pour que je n'ai plus qu'à les réchauffer, le moindre effort à faire la semaine. Ouais, c'était adorable, quoi. Ouais. Et en plus, elle a étudié des bouquins sur la nourriture, l'alimentation spécifique liée au cancer, en fonction des symptômes que j'avais. Elle me disait, bah là, faut que tu manges ça, là, faut que faire ça. Enfin, ouais, c'était adorable, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment... On était proches, hein, avec les enfants. En plus, après le divorce, ça nous avait déjà rapprochés, de recréer un cocon familial. Mais là, le cancer, ça nous a, je trouve, très unis, quoi. Très, très, très unis. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est pas toujours le cas. Oui. Les enfants qui peuvent quand même réagir, enfin des ados ou même des jeunes adultes qui peuvent réagir, montrer un certain rejet en fait, parce que bon, chacun gère comme. Oui, parce qu'ils ont très très peur, parce que c'est une manière de se protéger. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que dans le groupe de soutien, là, il y a pas longtemps, il y avait eu une réaction justement d'une dame qui disait je comprends pas, mon enfant me rejette, mais j'avais répondu c'est probablement une manière aussi de se protéger. Donc, alors je sais pas si tu as envie de parler de ces épreuves qui, moi j'ai été vraiment très très marquée par, tu es une résiliente multirécidiviste, hein, on va dire, parce qu'il y a eu quand même des épreuves très difficiles pendant le cancer et tu t'es quand même relevée, quoi. Parce qu'il n'y avait pas que le cancer, c'était ça. Disons que un petit peu avant, j'étais en fin de compte contrainte de mettre mon employeur au prud'homme. J'avais essayé de négocier pour qu'on n'en soit pas là. J'avais été patiente pendant 2 ans, mais comme il ne se passait rien, il a fallu que j'attaque. Et ça, c'est pas toujours quelque chose de facile. Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu doives passer par là? Une discrimination syndicale. J'étais représentante du personnel. J'avais beaucoup de mandats. J'étais très très. Je m'occupais beaucoup des autres. J'étais déléguée du personnel, j'étais déléguée syndicale. J'avais même des missions à l'extérieur. J'étais présidente d'un syndicat, présidente d'une fédération. Et en fait, j'ai été placardisée. Hein. J'ai fini même physiquement dans un bureau. Il n'y avait pas de fenêtre. C'était le seul bureau de la boîte où il n'y avait pas de fenêtre. Ça faisait 8 mètres carrés. J'avais une grosse armoire, une table. Je passais tout juste entre les meubles. Et voilà, quoi, pour m'isoler, une fois que j'avais déclenché tout ça, cette procédure, au lieu de reconnaître qu'il y avait un problème, ils ont voulu faire la guerre, en fait. Quelle horreur, ouais. Donc bon, ça s'est bien fini. Oui, mais c'est. Ouais, ça a été dur. Ça ronge de l'intérieur, quoi. Ouais. Ça a été 5 ans de combat quand même, hein. Ça a duré 5 ans, toutes ces procédures. Quelle horreur. Pratiquement à la fin, mais j'étais encore au tribunal, j'ai divorcé. Voilà. Ouais. Et je me souviens très bien d'avoir dit à une copine, tu vois, cette phrase, elle date de ce moment-là, je dis, mais j'ai de la chance, c'est pas tout en même temps. Oh, Nathalie. Et à ce moment-là, j'ai dit, tu sais quoi, il manquerait plus que je tombe malade maintenant. Et aujourd'hui, je me dis, mais quelle stupidité. Et c'est pareil, j'ai travaillé avec une kinésiologue pendant le cancer. Voilà, je me suis dit, la maladie me parle et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc, j'ai fait ce travail d'essayer de comprendre pourquoi avec une kinésiologue. Et je lui expliquais que depuis que les enfants sont petits, donc moi, j'ai été baptisée, je suis catholique, d'une famille catholique, mais au moment du sida, au moment de plein de choses, j'étais fâchée avec l'église, donc je ne suis plus retournée. Je suis fâchée avec les représentants de l'église, voilà. J'ai ma foi et puis il y a l'église, voilà. Mais j'allais quand même, depuis que les enfants sont nés, à l'église dès que je pouvais, en voyage, voilà. Et puis j'allais prier, s'il vous plaît, que mes enfants ne soient jamais malades. Si quelqu'un doit être malade, c'est moi. Tout le temps. Et la kinésiologue me dit, cherchez pas, hein, vous l'avez appelé, hein, le cancer. Il est venu à vous. Vous lui avez demandé, vous l'avez eu. Ouais, ça je sais pas trop, tu vois. Ouais, moi non plus, tu sais. Finalement, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, vas-y, culpabilise-moi, en plus, c'est de ma faute. Non, mais bon, t'avais eu quand même des épreuves compliquées, quoi, aussi, hein. Je veux dire, être placardisé, c'est quand même pas évident. Un divorce, oui, et puis après, tu as perdu ton papa aussi à la fin de. Oui, ça c'était pendant les traitements. Donc, au début de la radiothérapie, je me souviendrai, je crois toute ma vie, j'étais dans le taxi, j'allais à ma séance. Et là, on m'appelle, votre papa a fait un AVC, faut vite aller le voir parce que il va pas passer la nuit, quoi. Donc, je dis, mais là, je suis partie en rayon, tu sais, c'est un peu paniqué, tu sais pas quoi faire, tu dis, je peux faire ma séance, je dis, oui, allez faire votre séance, mais après, faudra venir le voir avec votre maman.
Donc on a organisé, ce qui était déjà une exception parce que dans les services comme ça d'urgence, aujourd'hui on n'accueillait pas les familles. Ça c'était en avril donc. De nouveau en plein Covid, quoi. Ouais. Oh là là. Et donc elle nous a laissé rentrer avec plein de précautions, bien sûr. Et puis en fait, il a passé la nuit, il a passé l'autre journée. Et puis en fait, entre guillemets, dans son malheur de cet AVC, il s'en est plutôt bien tiré parce qu'il avait que la mâchoire gauche de bloquée. Ah, il parlait encore alors ? Donc il parlait, on le comprenait très mal, mais il parlait et il n'avait pas perdu de mobilité des membres, ou donc on avait quand même bon espoir. Mais les médecins ont cherché à comprendre pourquoi il avait fait un AVC. Et dans l'exploration, peut-être 8-10 jours après, ils ont découvert en fait qu'il avait un cancer du pancréas. Oh. Et c'est ça qui avait déclenché cet AVC, parce qu'il y avait eu des petites cellules ou tu vois qui avaient bouché une artère. Et on n'avait pas du tout découvert ce cancer du pancréas en fait. Il est passé. Non. Oh, ouais. Non, on ne savait pas. On ne savait pas à ce moment-là. Et là, mon papa qui avait déjà une maladie neurodégénérative, je pense que l'annonce, quand les médecins lui ont dit qu'il avait un cancer du pancréas, je crois qu'il a dit là stop, c'est fini. Il avait 84 ans. Il a dit ça suffit quoi. Voilà, et donc il a refusé de s'alimenter, de boire, et puis il est parti très vite. Et donc le 3 juin, moi j'ai fini ma radiothérapie, j'ai pu lui chuchoter à l'oreille parce qu'il était déjà sous morphine. Je lui ai dit, tu sais papa, ça y est, je lui ai un peu menti. Je lui ai dit, je suis guérie, j'ai fini mes rayons, je suis guérie, tout va bien. Je vais m'occuper de maman, je vais m'occuper de mon frère qui est aussi handicapé. Et le surlendemain, il est parti. Oh Dieu. Ouais, voilà. Et suite à ça, est-ce qu'on t'a demandé de faire la prise de sang génétique aussi? Parce que comme lui, il a eu un cancer du pancréas, c'est souvent... Non, tu vois, justement, et comme tu m'en parles, j'ai rendez-vous là, cette semaine avec mon oncologue pour un rendez-vous de contrôle. Et donc, je vais lui parler de ça, parce que j'ai jamais, en fait, reparlé de ça à mes oncologues. Ben, en fait, je peux pas te donner l'explication médicale, mais je sais que quand il y a un cancer du pancréas dans la famille, je ne sais pas en quoi c'est lié, et je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai entendu très souvent, j'ai notamment une amie qui a eu un cancer du sein, puis 2 ans plus tard, son cousin a eu un cancer du pancréas, et donc on a dû faire la prise de sang génétique, et on s'est rendu compte que c'était un cancer génétique. Donc, voilà, ça, mais je pense qu'il t'en parlera de toute façon. Déjà, je lui dirai que mon père est décédé, voilà, dans ces conditions-là. Et puis peut-être qu'il me proposera lui-même, je sais pas, on verra. Je lui poserai en tout cas la question. Maintenant, je sais ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'en parler. Mais en tout cas, merci vraiment pour tous ces partages, et puis ce positivisme. Heureusement que tout n'est pas arrivé en même temps. Oui, c'est quand même, quand je dis ça, je le pense sincèrement, quoi. Je dis, mais j'ai une chance incroyable de vivre ces épreuves les unes derrière les autres et pas en même temps. Tu vois, je me rends compte. C'est un peu en même temps quand même, hein. La fin du cancer et le décès de ton père, c'est quand même. Oui, mais tu vois, j'avais fini les rayons, donc c'est moi qui ai organisé l'enterrement. J'étais pas partagée à courir à faire ma radiothérapie ou à la suspendre et puis à m'occuper de papa. Je m'occupais de papa, point. Voilà. Ouais. Oh là là, écoute, on va embrancher sur tout ce qui est troubles cognitifs. Alors, écoute, je veux dire, quand on discute comme ça dans ce podcast et tout ça, je ne vois pas trop de troubles. Je n'entends, tu ne cherches pas tes mots. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux chemofog ou chemobrain dont tout le monde parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais que tu as énormément progressé grâce à l'association. C'est une association, Oncogite. Oui, c'est ça. Que tu as énormément progressé grâce à eux. Est-ce que tu peux nous parler de ce phénomène? Bon, il y aura encore des podcasts évidemment sur ce phénomène, parce que je sais que tu me racontais quand même une histoire tu vois, que tu devais aller chercher des ingrédients dans ton garage et puis voilà. Est-ce que tu peux raconter? C'est l'amélioration. C'est l'amélioration. Oui, mais raconte-nous déjà cette histoire-là et puis raconte-nous un petit peu tout ce qui est, voilà, tout ce que tu peux nous dire là-dessus, parce que il y a énormément de femmes qui sont concernées à des degrés divers, bien sûr. Mais voilà, je te laisse nous expliquer. Donc voilà, le petit progrès en fait que j'ai constaté, c'est que jusqu'il y a pas longtemps, en tout cas avant de faire les ateliers de remédiation cognitive, j'avais de ma cuisine à mon garage où j'entrepose les fruits et les légumes, j'avais, je sais pas, 3 mètres quoi à faire. Et si je ne prenais pas ma liste d'ingrédients nécessaires, j'allais au garage et là, je ne savais plus ce que je devais récupérer, ramener pour faire ma recette. Donc je prenais ma petite fiche et voilà. Et ces derniers temps, j'arrive à
lire la fiche, à noter les 5-6 ingrédients nécessaires, les mettre dans un coin de ma tête, de faire ces quelques pas, de récupérer mes légumes, mes fruits, les ramener, et ouf, il me manque rien. Donc là, je dis, waouh, il y a du progrès. Ça, c'est grâce à tous les ateliers, Ouais, alors. c'est ça. C'est Ouais. incroyable. Ouais. Mais Donc pour l'instant, quand est-ce que tu as, oui. quand est-ce que ça a commencé, oui. en fait, vraiment, ce chemo fog, hein? Ouais. C'est vraiment le gros brouillard, quoi. Oui, brouillard cognitif, Ouais. c'est son nom en français, on va dire. Ouais. En fait, dès la chimio, je me suis rendu compte que j'avais des grosses difficultés à lire. En fait, je n'arrivais plus à lire. Il fallait que je lise 10 fois la même phrase avant de la capter. Je passais au paragraphe suivant, je me souvenais déjà plus ce que j'avais lu avant. Enfin, c'était impossible de lire un roman parce que l'histoire ne découlait plus, quoi. Je lisais des phrases, des mots, mais ça ne voulait plus rien dire. Donc, j'avais plus ce plaisir-là, alors que moi, j'adorais lire, quoi. Donc, déjà, c'était ce premier signe. Et puis, à Noël, donc là, j'étais encore en chimio. On s'est retrouvés à 5 à table. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas aussi nombreux à la maison, puisque j'étais souvent seule à la maison avec les traitements et tout. Et puis là, il y avait un brouhaha, ça parlait, il y avait de la vie, tu vois, mais moi, j'étais épuisée, quoi. J'avais pas fini le repas, il a fallu que j'aille m'allonger, j'étais vidée. Rien que, tu vois, d'essayer de participer ou d'écouter les conversations. Ouais, trop de stimuli, en oui, fait. voilà. Mais j'avais vu, il y a une fille qui fait des illustrations, Sandrine, là, sur Instagram, et elle parlait de la fatigue relationnelle, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Des repas, trop de bruit. Ouais. Voilà. C'est bien que tu. À la fois, t'es contente parce que t'as du monde enfin autour de toi et il y a de la vie et voilà et t'en profites, donc t'es encore en vie. Ça veut dire ça. Et en même temps, t'es épuisée, tu comprends pas pourquoi. Et donc, j'en parle à un oncologue, et il me dit, oui, bah, c'est normal, vous êtes en chimio, vous êtes fatigué, vous avez une petite tension, globule blanc, globule rouge, ras la moquette. Non, ça va passer, vous inquiétez pas. Ok. Après l'opération, là, je commence à récupérer un peu physiquement, j'arrive à faire des promenades un petit peu, tu vois, je marche une demi-heure, des fois, j'arrive à marcher 1 heure, je suis super contente. Mais là, je me rends compte que j'oublie ce qu'on me dit. On parle de quelque chose, les enfants me disent, bah, tel jour je viens, ou tel jour je vais faire, j'ai ça, un truc important pour le lycée. Mais j'ai complètement zappé. C'est pas que je me dis, ah, j'ai oublié et ça me revient. Mais je me souviens même pas qu'ils m'en ont parlé, quoi. C'est le brouillard, c'est ça le terme. Oui, mais donc en fait, c'est plein de petites choses. En fait, c'est la fatigue relationnelle, c'est les oublis, c'est les et je pense qu'on le vit tous à des degrés divers. Moi, ça n'a pas impacté mon écriture, mais il y a plein de petites choses. Retenir, par exemple, 4 chiffres. Ouais. Tu vois tous les codes d'identification, par exemple, sur quand tu fais un paiement sur PayPal. Impossible. Je me suis dit, mais Delphine. Alors, je pense que ça se manifeste. Des oublis aussi souvent. Mais enfin, je t'ai dit ça, mais je dis je me souviens pas. Fatigue relationnelle aussi. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres petits signes que tu pourrais mentionner pour que les mots que tu retrouves pas, tu sais, dans une là tu te bloques, tu t'arrêtes, tu sais qu'il est dans un coin de ta tête, mais t'arrives pas à le faire remonter ce mot. Alors des fois, moi ce que je faisais, c'est je donnais la définition, tu vois, pour que les gens autour de moi, je dis bah alors tu vois, ça fait ça. On jouait à tabou en fait au quotidien, quoi, parce que fallait que je fasse trouver le mot. Et tu vois, t'as ton entourage qui te regarde aussi un petit peu bizarrement, quoi. Ils se rendent bien compte que c'est plus aussi fluide qu'avant. Alors les objets perdus que t'as posés je sais pas où, je sais plus, il y a plus aucune logique. Tu le poses quelque part, tu penses que tu l'as posé là, mais pas du tout. Je crois que le pire, où là j'ai commencé à avoir peur, c'est quand j'ai dit un mot à la place d'un autre. La première fois où ça m'est arrivé, c'était je prends les clés, je sors la baignoire. Et là, je vois les enfants qui me regardent avec des yeux écarquillés. Tu te vois les bouches bées, tu vois. Je dis, et toi, tu te rends pas compte que t'as pas dit le bon mot, tu vois. C'est en voyant leur visage que tu dis, il y a un problème. Ben, t'as dit baignoire. Je dis, bah oui, baignoire. Et tu sais, à ce moment-là, tu te dis, ah merde, c'est pas baignoire, c'est voiture. C'est voiture, le mot. Je sors la voiture. Oh, et là, tu te dis, mais j'ai Alzheimer. J'ai le cancer et Alzheimer. Je deviens folle. Alors, donc là, c'est là que tu t'es, là que tu t'es décidé, voilà, je fais quelque chose, quoi. Ouais, voilà. Là, j'ai commencé à dire vraiment au médecin, j'ai dit non, mais ça passe pas. J'avais encore, j'avais mes premiers contrôles. Je dis, mais attendez, là, vous m'avez dit que ça allait passer, mais ça passe pas. Voilà ce qui s'est passé. Alors, mon premier oncologue, celui qui m'a géré pendant la chimio, il m'a dit, oui, avec la chimio, on se rend compte que parfois, il peut y avoir ces effets-là, mais ça va passer, vous inquiétez pas.
c'est rien, c'est une petite période. Enfin, mais il te donnait pas de solution, il minimisait le truc, tu vois. Tu te dis bon, alors tu repars tes 2 jours un peu rassuré, mais par exemple, j'arrivais pas non plus à conduire. Physiquement, je pouvais conduire, mais prendre un rond-point, d'un seul coup, je dis waouh, je sais plus comment on fait. Le nombre de fois où je suis allée dans une direction alors que je voulais aller dans une autre, je dis mais qu'est-ce que je fais sur cette route-là? Et oh merde, j'ai pas pris la bonne route. Alors, ça peut t'arriver dans ton quotidien sans être malade, t'es très fatigué, t'as un moment d'inattention, mais avec ce trouble-là, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est ça en fait qui fait que tu te dis mais ça va pas quoi. Et moi à ce moment-là, on me parlait pas encore de ce trouble de chez Mobrain ou chez Fogg. Tu vois, on me disait ça va passer, c'est un trouble de la mémoire, c'est lié au traitement, à la fatigue. Oui, et on lève de plus en plus les tabous par rapport à ça. Je trouve que vraiment avec avec le livre de Gersand, après cancer, on en parle. Pourtant, c'est fou parce que j'en entendais parler déjà. Les Américains étaient un peu plus en avance sur nous. Oui, c'est ça. Ils en parlaient beaucoup. Ouais. Et donc voilà. Donc tu as cherché une association. Voilà. Comment tu as fait en fait? En fait, la première association, le premier atelier que j'ai fait, c'était grâce à la Ligue contre le cancer. Je crois que c'était dans un groupe Facebook. Un jour, une ancienne malade avait décidé de lancer ses ateliers avec la Ligue et le proposait. Et la chance là aussi, c'est que, parce que moi je ne dépends pas des Hautes-Alpes, je suis en Picardie, c'est que grâce, on va dire, au Covid, et ben du coup, elle l'a fait en visio. Et du coup, c'était élargi à plein d'autres gens, d'autres régions. Ouais. Oui. Et donc là, on a fait c'était 4 ateliers et c'était orienté sur la mémoire. Donc elle a expliqué, il y avait une partie théorique qui expliquait comment fonctionne la mémoire. En fait, on devrait dire les mémoires, comment fonctionne le cerveau, et on faisait des exos. Voilà. Tu peux juste, alors je les recevrai sur le podcast aussi, mais juste de manière, tu vois, explication de la mémoire pour les nuls, on va dire. Tu vois, on a quoi? On a une mémoire vive. Comment ça se passe en fait? Non mais peut-être. Je t'ai dit que tu pouvais sortir des jokers. Okay, je reprendrai mes notes et je te dirai. Mais tu sais quoi? En fait, je poserai la question à Oncogite, on va dire. Non, mais franchement, on peut toujours sortir des jokers. Donc, nous avons plusieurs mémoires. Voilà, c'est ça. Okay. Je sais par exemple, parce qu'avec Oncogite, on travaille dessus, on a la mémoire de travail. Donc, c'est pendant que tu fais un exercice, ça travaille. Mais tu as une mémoire de mémorisation, la mémoire ancienne de tes souvenirs de ton enfance, la mémoire comme un ordinateur, tu as la mémoire vive et puis la mémoire où tu stockes tes données, quoi, tu vois, oui, c'est ça. En schématique. Ok, c'est bien, c'est parfait. C'était ça l'explication qu'il fallait. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qu'on te faisait faire? Et puis, on avait décidé qu'on ferait un petit exercice quand même, avec en live. Oui, on partagera un petit exercice que j'ai fait avec Oncogite. Mais déjà, ces ateliers si tu veux, on était très orientés mémoire, donc on devait retenir des images. Elles étaient retournées, il fallait les retrouver. Enfin, toi, Quelle horreur, quelle horreur, oui. Voilà. Mais en même temps, moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien à cet atelier-là, ces premiers ateliers, c'est que je me disais, t'es pas folle. Il y a d'autres gens qui vivent ça. C'est lié au traitement et ça va se soigner. On peut agir dessus. Et ça m'a rassurée énormément. Et du fait d'être rassurée, j'ai pu commencer à prendre les choses avec le sourire, toi, à plus m'en inquiéter, à en rire. Je trouvais pas mon mot. Hop, je dis bon, les enfants, faut m'aider là parce que j'ai une panne là. Là, je suis plus connectée, donc et ça dédramatise, c'est plus facile. Il y a plus de peur en fait. Oui, voilà. Plus d'inquiétude, ouais. Et du coup, ça fluidifie aussi ton fonctionnement puisque t'as pas ce stress en plus, tu vois. De te dire mais qu'est-ce qui m'arrive, je suis folle ou voilà. Donc après ces premiers ateliers, j'ai trouvé que j'allais un peu mieux, quoi. Je pensais que voilà, j'avais des outils, je savais que je pouvais utiliser un carnet. Du coup après, je notais tout, même mes conversations avec mes amis, je notais quelques mots clés parce que la fois d'après, j'étais en mesure, grâce à mon petit carnet, de savoir que oui, tu m'as parlé de ton fils, il s'est passé ça, parce que sinon c'était impossible. C'est génial. Donc c'est tout des petits. Il donne plein de petits trucs en fait. Oui, et puis j'imagine que quand tu notes quelques mots d'une conversation, c'est aussi un exercice après de te souvenir. Oui. En fait, on a vraiment une action sur notre cerveau, quoi. Oui, tout à fait. Donc et donc c'était genre des jeux. Je mets dans le panier de ma grand-mère un brocoli. Oui, c'est ça. Et puis tu répètes. Est-ce que tu sentais les progrès tous les jours carrément?
Alors, c'était un atelier toutes les 3 semaines à peu près, mais avec des exercices. Avec des exercices. Oui. Mais du coup, je me suis mis à faire des mots fléchés, à faire des mots mêlés. J'ai acheté des carnets de jeux, tu sais, pour les vacances. Oui, et tout à fait. Rien que des petits jeux comme ça, tu vois, pour stimuler mon cerveau, quoi. Voilà, c'était ludique et je trouvais que oui, je progressais. Je pensais que j'étais sur la bonne voie. Je suis partie en cure, ça m'a fait du bien physiquement, moralement. Et là, je me suis dit, c'est bon, je reprends le boulot. Je suis d'attaque. Tout va bien. Et puis, j'ai sollicité une visite de pré-reprise avec la médecine du travail. Et puis, moi, je me voyais partir, si c'est pas 100%, au moins 80%. Tu vois, j'étais en forme, ça allait bien. Et là, quand le médecin m'a dit, on va commencer par un petit 40%. Vous allez commencer par travailler le matin seulement. Et puis le mercredi, repos complet. J'étais un peu déçue, quoi. Je me suis dit, bon, ok, voyons. La semaine d'après, je commence le boulot. Première matinée, je fais que consulter les mails qui m'attendaient. Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps. Et puis là, je sens que je deviens, tu sais, un peu saoule, mais physiquement, tu vois, ça tangue. Tellement il y a d'infos, tellement tu lis de choses. Et le truc qui m'a achevé, l'entreprise où je suis appartient à un groupe américain. Et donc, il y a une vidéo en anglais qui apparaît avec un texte, un blabla sur la nouvelle organisation. Et je suis là à me concentrer, je me prends la tête dans les mains. Là, je sombre, quoi. Là, tu sais, c'est le gouffre, quoi. Tu comprends rien. J'étais pas bilingue, mais j'avais un niveau intermédiaire qui normalement me permettait de suivre, tu vois, ce genre de vidéo. Et là, rien du tout, quoi. Tout de suite après, rendez-vous de reprise avec le médecin. Et là, je m'écroule, je pleure. Et elle me dit, mais oui, mais il faut pas aller trop vite. Donc c'était vraiment... Et j'avais pas conscience, tu vois, de mes difficultés à venir. Moi, je pensais que c'était ok, quoi. Mais en fait, c'était la fatigue aussi, en fait. Trop de stimulation, quoi. Oui, trop pour une seule journée, quoi. Trop de trucs à lire, à retenir. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, ça va pas suffire, les ateliers sur la mémoire. J'ai plus que des problèmes de mémoire. J'ai des problèmes de concentration. J'ai des problèmes pour mémoriser, de fatigue aussi. Et donc, comment ça s'est passé? Donc, tu as commencé à 40% et tu es toujours à 40%? Non, je suis à 60% aujourd'hui. Mais donc, ça s'est fait. Ça, c'était du mois de novembre à aujourd'hui. Ouais. Tu travaillais de chez toi? Beaucoup de chez moi. Je suis autorisée à aller au bureau qu'une fois par semaine pour une demi-journée. Parce que j'ai 4 heures de transport, en fait. Donc, le médecin m'épargne un peu. Pour l'instant, je fais 100%, presque 100% en télétravail. Voilà. La boîte a bien accueilli tout ça. Ah ouais, ils sont adorables. Ils sont adorables. Parce qu'effectivement, l'employeur n'est pas obligé d'accepter le temps partiel thérapeutique. Ouais. Donc, c'est ton médecin généraliste qui le propose. La sécurité sociale va l'accepter ou pas. Et puis après, ton médecin du travail moi, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, qui module ton temps. Moi, mon médecin généraliste, il a pas dit c'est 80, c'est 50, c'est 60. Il a dit temps partiel thérapeutique et c'est avec le médecin du travail qu'on fait évoluer les modalités, en fait. Et point de vue, je te pose une question peut-être un peu point de vue salaire. En fait, alors, tu es payé à 40%. Voilà, je suis payée à 40%. Il y a les indemnités de la sécurité sociale. Et moi, j'ai la chance d'avoir une entreprise où on a une assurance, prévoyance, de qualité qui va compléter, en fait, le delta par rapport à mon ancien salaire, quoi. Quand j'étais à 100%. Donc, en fait, c'est comme si j'étais aujourd'hui 100%. Ouais. Oh, c'est vraiment génial. Ah oui, non, mais ça, c'est super de pouvoir faire ça. Donc, je sais que ça, je peux le faire pendant 1 an. Au bout d'1 an, il faut que je reprenne à 100%. Ok, là, t'es à 60. Là, je suis à 60. Et puis, tu penses que ça ira Oui, je pense. On va rajouter une demi-journée le mois prochain, et puis une autre demi-journée. Et puis, si possible, je vais garder mon mercredi le plus possible, tu vois, jusqu'à fin septembre, la fin de mon mi-temps thérapeutique. Et puis après, j'espère pouvoir repartir à 100%. Et puis, si je peux pas, en télétravail. Oui, j'ai de la chance que, entre-temps, mon entreprise a signé un accord de télétravail. Et du coup, je sais que je pourrais bénéficier de 3 jours en télétravail. Donc oui, ça, ce qui est déjà moins fatigant. Moins de bruit, pas des plateaux avec du monde. Oui, c'est ça. Mais c'est génial. Évidemment, j'imagine que toutes les boîtes n'offrent pas cette possibilité-là, mais ça vaut la peine de... ou tous les métiers, tu vois, dans mon entreprise, tous les métiers n'ont pas accès à ça. Chez nous, on a aussi des ouvriers qui travaillent sur chaîne. Moi, je travaille dans un bureau derrière un ordi.
c'est plus facile dans mon cas que dans le cas malheureusement de l'ouvrier qui pourrait pas reprendre, tu vois. Ouais, malheureusement, il y a de plus en plus vraiment, on lève les tabous par rapport à ça aussi. Il y a Magali Mertens, là, en Belgique, qui se bat pour, justement, ce retour au travail, en disant aussi que c'est un plus pour la société parce que finalement, on a acquis énormément de ressources aussi, quand même, pendant notre cancer. Et donc, puis malgré tout, même si ce n'est qu'à 40 et puis après à 60%, on cotise, donc on réalimente le système qui finance les soins pour d'autres. Enfin, tu vois, toi, t'es gagnant parce que t'es un peu préservé, parce que t'es pas à 100%. On va pas vers le burn-out, quoi. En plus, on peut y aller progressivement. La société, elle paye moins d'indemnités journalières puisque t'as une partie de salaire. Enfin. Et puis l'employeur qui te récupère un petit peu, qui a pas besoin de prendre un intérimaire ou un CDD, tu vois. Oui, et puis bon, il faut quand même aussi réaliser que ça concerne... Qu'est-ce que je lisais l'autre jour, que c'est quasi une personne sur 2 en France qui a une maladie chronique. En fait, on parle pas que de cancer, mais plein d'autres. Ça peut être la dépression, ça peut être d'autres syndromes. Donc c'est important quand même d'intégrer toutes ces personnes. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit exercice? Est-ce que tu penses qu'on peut le faire avec les auditeurs, les auditrices? Oui, alors j'ai trouvé une petite liste là de mots. Je vais vous expliquer en fait comment ça fait et c'est vraiment sous le thème du jeu parce que je suis pas neuropsychologue, hein, donc voilà, je vous donne un exemple de ce qu'on peut faire, mais il y a plein d'autres choses qu'on pourra peut-être évoquer après de ce qu'on fait dans ces ateliers-là. Donc là, je vais vous donner une liste de 20 mots. D'accord. Dans ces mots, il y aura des métiers, mais pas que des métiers. Mais vous devez vous accentuer votre concentration sur les métiers et vous devez compter le nombre de métiers qui contient le son O. Attends, mais on peut pas noter là? Non. On peut faire de tête. Avec pas deux de doigts, doigts. on peut non faire. Plus. Triche pas. Tu retires dans ta petite tête. Donc, tu vas dire 20 mots, il y a des métiers et on doit retenir dans sa tête. Tu ne comptes dans ta tête que les métiers qui contiennent le son O. Pas la lettre O, mais le son O. Donc, ça veut dire que si ça s'écrit AU, faut le compter aussi. Tu vois? Donc, orthophoniste, c'est bon, c'est voilà. O. C'est ça. Ok. Donc, on peut pas compter avec les doigts. Non. Ok. Alors, voilà, je te dicte les mots. Bon, pour ceux qui sont en train de conduire et qui écoutent le podcast, faites quand même un petit peu attention. Mais on y va. Et alors, tu les lis vite ou quoi? Non, je vais quand même essayer de marquer un temps. D'accord. On y va. Étagère, farandole, imprimeur, graine, drapeau, maçon, képi, chirurgien, chapeau, acrobate, horizon, journaliste, restaurateur, ventilateur, livreur, notaire, osier, opticien, boulanger, démographe. 5. Oui. Mais c'est pas évident. Donc, quand on le fait... Le seul truc, c'est que quand tu comptes le nombre dans ta tête, et toi, tu continues à lire les trucs, et puis t'entends drapeau, tu te dis drapeau, j'ai entendu. Oui. Tu dis là, c'est quoi? C'est un métier, drapeau? C'est quoi? Non, j'étais hyper concentrée, hein. Ouais. Mais là, tu vois, c'est une liste de 20 mots. Mais si on avait 40, si on avait 40, ce serait l'horreur. Voilà. Ça dure beaucoup plus longtemps, et puis on enchaîne les exercices. Ça dure 1h30, un atelier. Avec au bout d'une demi-heure, t'es explosé, quoi. Oui, mais on ne fait pas, tu vois, les exercices sont variés, donc on ne fait pas que cet exercice-là. La première fois, le premier exercice auquel j'ai participé, il y avait 15 visages sur une feuille, des hommes, des femmes, et il fallait retenir le visage, le prénom et le nom de la personne. Non, mais attends. Déjà, en temps normal, tu sais, quand tu rencontres des gens pour la première fois, tu retiens pas forcément le nom de la personne. Et là, je vois ça, je fais, ah ouais, non, mais je crois que ça va pas être possible. Et en fait, compliqué. On te donne des trucs pour apprendre, pour associer prénom, nom. Tu te racontes une histoire, voilà, pour retenir. Et puis, on revient plusieurs fois pendant cet atelier d'1h30 sur cette feuille. On va travailler différemment. On va, par exemple, s'il y a des filles, des hommes, on va retenir d'abord les filles, après les hommes. Après, on va les mélanger, tu vois. Et c'est génial. Et c'est le fil rouge, en fait, de l'atelier. Et puis, à la fin,
Là, tu dois renoter toi tout seul sur ta feuille les 15 prénoms et noms. Et puis, on te donne une consigne pour la semaine d'après où tu dois réactiver ta mémoire. Le lendemain et le surlendemain, tu dois relire tes prénoms, noms et regarder les visages pour les retenir. Et puis après, tu ranges tout ça. Et la semaine d'après, interro. Mais voilà. C'est complètement génial. Tout le monde a accès à Oncogite, Alors, en fait? Oncogite, ça fonctionne avec une adhésion de 20 € qui te donne un accès, du coup, à 25 ateliers qui sont rythmés à la semaine. Tu choisis, il y a plusieurs possibilités, il y a plus d'une dizaine d'ateliers proposés dans une semaine et tu choisis le créneau horaire qui te convient le mieux. Tu t'inscris en ligne, c'est très simple d'utilisation, c'est super bien fait. Et comme là aussi, quelque part, grâce au Covid, avant ces ateliers se faisaient à Bordeaux parce que l'association Oncogite a été démarrée à Bordeaux. Ils faisaient ça en présentiel. Grâce au Covid, ils ont développé toute une plateforme pour le faire en ligne. Et du coup, des quatre coins de la France et même des dom-toms, puisqu'il y a des créneaux qui coïncident, des gens peuvent venir s'inscrire. Et on est 10, 12 à chaque atelier en visio à s'entraîner. Il faut être français ou les Belges aussi ont accès? Je pense, je sais pas, oui, j'imagine. C'est en langue française de toute façon les ateliers. On n'a pas d'anglais, on n'a pas de voilà. Mais je pense qu'il y a aussi des petites applications sur le téléphone aussi pour faire tous des petits jeux. Mais je trouve que c'est bien que ce soit vraiment dirigé et spécial cancer en plus, quoi. Oui, voilà. Donc on a tous ce parcours-là. Et puis en plus, ces ateliers sont animés par une neuropsychologue. Donc elle t'explique toujours plus ou moins pourquoi on fait ça. Pourquoi, L'atelier il est construit d'une certaine manière. On enchaîne les exercices. Tu sais, il n'y a pas tellement de moments de répit. Et tu sors, mais toi, tu sens que tu as travaillé, quoi. Et en fait, c'est ça le but. Le but, c'est pas de réussir l'exercice, c'est de faire travailler. Par exemple, des fois, il y a des longues séries et à un moment donné, tu décroches. Mais là, on te dit, c'est pas grave, il faut continuer l'exercice. Tant pis si tu as oublié ce qui s'est passé avant, accroche-toi et voilà, principal, c'est de le faire travailler. Mais ça, c'est bien que tu dis ça, en fait. C'est pas le résultat, mais c'est toute la démarche. Oui. En fait, toute la gymnastique du cerveau, c'est quoi. Ça. C'est ça, c'est tout ce petit sport que tu fais qui est bon pour ton cerveau, quoi. Et ce qui est rassurant, c'est que on sait donc que alors apparemment il y a 10 à 30% des gens qui ont ce fameux syndrome de Chemobrain qui vont le faire plus de un an après, vont le garder plus d'un an après les chimios. OK. Mais on sait qu'on va récupérer quand même. Que en stimulant ton cerveau, tu vas recréer des connexions entre tes neurones qui vont te permettre de travailler. Et grâce aussi à ces premières études, parce que moi, tu vois, par exemple, mes oncologues, ils avaient l'air de diminuer un petit peu cet impact, tu vois, et en fait, maintenant, grâce aux neurosciences, on s'est rendu compte en visualisant le cerveau, en ayant des images neurologiques, que les molécules de la chimio impactaient certaines zones du cerveau, franchissaient une barrière qui était censée le protéger de toute agression, mais là, ces molécules passaient, et c'est ça qui détériore, en fait, certaines zones de ton cerveau. Et donc, tu vois, il y a une raison physique. Donc c'est même pas que physiologique. Oui, quoi. Voilà. Et du coup, il y a des chercheurs, en ce moment, qui sont en train de faire évoluer les chimios pour plus que ces molécules-là, ou changer la molécule pour plus qu'on touche cette barrière du cerveau. J'ai entendu quelque chose aussi, que certaines personnes aussi pouvaient être touchées par ce... alors, c'est pas logique, en fait, parce que ça s'appelle Chemobrain, mais en fait... mais certaines personnes qui n'avaient pas eu de chimio pouvaient aussi avoir des troubles cognitifs dus, finalement, au choc de l'annonce. C'est ça, en fait, c'est ça. Il y a aussi d'autres facteurs, alors qui parfois s'additionnent, pour ceux qui ont eu la chimio, c'est le stress post-traumatique de l'annonce. C'est ça. Les traitements, la fatigue, le manque de sommeil. On te dit aussi que pour que ton cerveau, tu sais, c'est la phrase un esprit sain dans un corps sain. Et en fait, c'est ça. Faut essayer de bien dormir. Il faut essayer de faire de l'exercice, de l'activité, parce que tout ça consolide ton bien-être, ton mieux-être, et permet à ton cerveau d'être plus zen et voilà, et de mieux fonctionner. Je pense que c'est une bonne manière de conclure le podcast, ça, non? Un esprit sain dans un corps sain, Écoute, merci. On a vraiment couvert des sujets hyper intéressants. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. J'espère que j'aurai le plaisir d'accueillir quelqu'un de Oncogite sur le podcast. Mais je trouve que tu nous as fait une explication tout à fait professionnelle, médicale, juste parfaite. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais... C'est un peu la question piège, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu...
Est-ce que tu aimerais clôturer ce podcast d'une autre manière, sur un esprit sain dans un corps sain, ou quelque chose que tu aimerais encore ajouter? Ouais, j'aimerais partager un bouquin que j'ai lu après l'annonce, qui s'appelle Je peux pas, j'ai chimio. Ah ouais. Et donc, elle est sur sa moto là. Voilà. Oui, je vois. Et donc c'est écrit par Alexandra Brijatov et Camille Appenot. Et en fait, je lisais ce livre, je riais et je pleurais en même temps. Oh. Et en fait, j'avais acheté plein d'autres bouquins, hein. Moi, je suis un peu comme Dragibus, hein. Je suis en mode chef de projet, donc voilà, je fonctionne comme ça. Il fallait que je lise des bouquins. Enfin, et je suis tombée sur cette BD. Et je m'étais dit, en allant me coucher, je lis 2-3 pages comme ça, juste pour voir vraiment ce que c'est. Ça m'avait bien plu quand je l'ai acheté à la librairie, mais bon, je suis restée jusqu'à 2h du matin. Je l'ai lu en entier. Et je savais les différentes étapes, tu vois, par quoi j'allais passer, mais en dédramatisant, en rigolant. Alors des fois, ça te faisait peur, mais tu savais vers quoi t'allais. Et en fait, ce qui m'a guidée, c'est l'humour, l'autodérision, essayer, quand c'est possible, tu vois, de prendre les choses avec joie, légèreté, parce que c'est déjà assez sombre, quoi. C'est ce que tu as fait dans tout, quand tu écris, ouais, c'est le toujours cancer avec... pendant le Covid, pendant le confinement. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Ça fait double peine, quoi. Mais grâce à ça, ouais. Non, et puis c'est un petit peu le ton de tous tes posts, parce que c'est toujours très très rigolo, c'est toujours de la légèreté dans la lourdeur. Mais donc je mettrai un lien vers le livre. Hein. Je peux pas, j'ai chimio, c'est déjà vachement sympa. Elle est sur sa moto là, sur la première page. Mais merci en tout cas d'avoir partagé cette lecture. Alors c'est vrai que moi je l'ai pas lu celui-là. Ah oui. J'ai reçu d'autres BD, mais je l'ai pas lu celui-là. Et donc voilà, merci Nathalie, merci à toi, de tout cœur. Delphine, merci pour tout ce que tu fais, merci d'avoir créé ce groupe de soutien, parce que vraiment, je vais encore me répéter, mais pendant le confinement, voilà quoi, ça devenait sympa d'avoir un petit groupe, une communauté, des sœurs pour s'entraider, pour partager, et ça a été vraiment très très important, et ça un gros soutien, ce groupe. Et tu as apporté énormément d'humour et de peps. À un moment donné, là, le groupe était un petit peu plombé, là, et tu as apporté beaucoup de légèreté, de positivisme. Ça faisait vraiment, vraiment du bien. Donc voilà. Merci à toi. Je t'embrasse très fort. Moi aussi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.